Dany Laferrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le type même de l'écrivain francophone universel, haïtien, québécois, membre de l'Académie française. Alors Paris, Montréal, Haïti, où est-ce que vous vous sentez chez vous aujourd'hui? Je dirais bien dans une chambre d'hôtel. Hein? Je Ou suis dans de un plus en avion? plus, ou dans un avion. Et, ben, on est nombreux et Ouais. dans la même chambre, dans l'avion. Mais dans la chambre d'hôtel, on est protégé par beaucoup de choses. On peut rêver. Il y a souvent une baignoire. On a un carré de ciel au-dessus de nous, peut-être, par une fenêtre. Et cette idée absolument extraordinaire, délicieuse, si civilisée, de quitter la chambre, d'aller au bar, prendre un verre, de revenir et le lit est fait. Vous avez souvent écrit sur la baignoire. Lire dans la baignoire, être dans une baignoire. Et ça dit beaucoup de vous, on en parlera tout à l'heure, cette espèce de joie qui émane de ce que vous écrivez souvent. Et de ce ventre maternel qui peut-être m'a manqué parce que j'ai été très rapidement envoyé à ma grand-mère à Petit-Goâve durant mon enfance. J'ai passé un temps bref de l'adolescence avec ma mère et pour filer à Montréal en exil. Et donc peut-être le liquide amniotique dans la baignoire me conforte pour ces raisons-là. On parlera de votre existence jalonnée par des épreuves. Un ami très proche assassiné, le père contraint à l'exil dont vous parlez pour vous-même, etc. Et pourtant, il y a une forme de bonheur qui a toujours continué, une sorte de pari sur le bonheur, on peut dire ça. Mais en fait, tous les Haïtiens, à peu près, si on attendait le bonheur pour être heureux, Hein. on ne le serait pas. Il faut changer le bonheur. Et, disons, la leçon venait même de Homère, et qui a bien dit, si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en fasse des chants. Donc, le bonheur, malgré le malheur, n'est pas une idée nouvelle. Vous avez rendu des très beaux hommages aux femmes, en disant les femmes vous ont appris ça particulièrement, la mère, la grand-mère, les tantes, cette manière de ne pas prendre les difficultés de front, mais peut-être les contourner. Oui, un regard beaucoup plus profond et une profondeur de champ. Parce que ma grand-mère pouvait être au salon et veiller à ce qui se passe à la cuisine, et dans la cour, et peut-être même dans la rue. Et qui est-ce qui passe dans la rue tout au fond? Ce regard-là, on le trouve chez les grands cinéastes, Fellini, et peut bien l'avoir, Marcel Carné, dans Les Enfants du Paradis, et les femmes. Même attitude pour ce qui est de la couleur de peau. Il y a beaucoup qui en font un combat au premier degré, les pétitionnaires, etc. Vous avez toujours pris ça différemment. Mais j'avais d'autres choses à régler. Et je trouve que la question même du racisme devrait être, disons, abordée par les gens qui ne subissent pas le racisme. Parce que le racisme, c'est une maladie générale, collective. Et ceux qui en subissent, ils sont aveuglés par des sentiments très, 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 très vifs. Donc on devrait s'en occuper, ceux qui ne subissent pas. Un peu comme pour les grandes tragédies, quand il y a un tremblement de terre, ce ne sont pas les gens du lieu qui s'occupent d'aider, ce sont des gens qui viennent de d'autres pays pour aider, pour secourir, je crois. Le grand succès, ça a été 85. Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Énorme succès, adaptation au cinéma. Depuis lors, ça ne s'est jamais démenti. Et puis l'Académie française, c'était 2015. Vous êtes entré en 2015. En 2013, Ouais. en Élu décembre. en 2013. Oui, entré en 2015, oui. Ouais. Ça, évidemment, dans le regard des autres, ça a été. Alors, vous racontez comment votre mère apprend la nouvelle. Je sais que vous l'avez raconté 1000 fois, mais c'est tellement extraordinaire quand vous dites simplement la première réaction de votre mère quand vous lui dites ça, cette chose extraordinaire d'entrer à l'Académie. Mais il fallait que j'aille la voir. Ouais. C'est important. Cette femme a tout fait. Elle l'a fait seule, son mari étant en exil, avec une lignée de femmes que j'ai rappelées d'ailleurs dans mes livres. Alors elle m'a bien regardé. Je lui avais parlé déjà de mon prix Médicis, mais qui ne l'avait pas trop intéressé. Et là, elle a dit grosse affaire. Grosse affaire, et elle n'arrêtait pas, parce que quand même, elle trouvait que c'était quelque chose d'extrêmement important et qui dépassait ses espérances, si l'on peut dire. Et elle vous avait initié, je crois, à la lecture, à un intérêt pour la culture, etc. Entrer à l'Académie, pour elle, c'était un monde. Oui, c'est rejoindre les immortels pour elle. Elle prenait ça au premier degré. Et le mot immortel, c'est rejoindre ceux qu'elle lisait dans Historia et tous ceux qui, pour elle, écrivaient de façon facile, aisée, et avec une grande aisance et décontraction. C'est ça pour elle, la bonne écriture. Ce n'est pas l'écriture un peu contournée, difficile, obscure, opaque. Vous siégez, c'est le fauteuil, je crois, de Montesquieu.
de Dumas fils, qui d'autre? Il y a tous les précédents, il y a tous les morts qui vous précèdent, évidemment. Dans la vie, hein, chaque Ouais. personne, nous avons un cimetière sous notre bras. Et si l'on peut dire, oui, oui, il y a tous les morts qui me précèdent. On les sent, Et on les sent. bon, pas plus que si on est au courant de cette question que tout finit par la mort, et on le sent et on ne le sent pas. Hein. Et c'est ceux qui sont morts avant nous nous rendent la vie plus légère. Il y a Parce dans que la- nous n'y pensons plus. Il y a dans l'académie toutes sortes de rites fascinants, un peu ancien régime. Tout cet univers-là, vous voulez être approprié. Hein. Ah, mais c'est parce que tout cela, c'est pour nous rendre la chose d'autant plus facile. C'est cela. L'Académie est très corsetée par des rituels et qui semblent rigides, mais en fait, sur les choses graves, par exemple, pour entrer à l'Académie, on n'est pas obligé d'être écrivain, on n'est pas obligé d'avoir un certain âge. On ne peut pas dépasser maintenant 75 ans, mais on peut avoir 15 ans et être candidat. Avoir moins de 15 ans, il n'y a pas d'âge et pour être académicien. Et puis, si on y entre, on ne peut pas vous renvoyer, on ne peut pas C'est démissionner. jusqu'à la mort. Et on n'est pas obligé de venir même. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire, d'un côté, cette extrême liberté où il suffit simplement d'écrire à la main une petite lettre pour dire qu'on voudrait bien occuper un fauteuil. Un côté ancien régime, sauf erreur, il n'y a même pas de contrat. La réception, quand on est accueilli par le président de la République, qui vous serre la main, voilà, ça, vous êtes académicien. C'est cela. D'abord, il faut être élu par vos pairs, par ses pairs. Et puis, il n'y a pas de contrat. Cet ancien régime, c'est vrai, mais ça a été aussi, la République a reconduit. Il faut imaginer quand même quelque chose, il faut le dire. Et la France est un des rares pays qui peut se permettre ça. C'est-à-dire être une république et avoir un ensemble de gens qui sont élus jusqu'à leur mort sur un fauteuil, qui l'occupent. Et c'est un triomphe de l'esprit. Parce que quand on parle de l'académie, immédiatement les gens parlent de l'âge des académiciens. Et en Occident, nous savons très bien qu'il y a une phobie de la vieillesse, sauf à l'académie. Sauf à l'académie. Il arrive que des journalistes me parlent de l'académie comme si ces gens étaient les mêmes qui étaient là tout au début. Je dois leur rappeler, non, Hugo n'est pas là chaque jeudi. Et ce ne sont pas les mêmes. Il y a des nouveaux, il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent. Et comme partout. Ouais. Le grand mouvement de la vie et de la mort, les funérailles, hein, vous êtes 40, bon, quand même beaucoup de gens âgés qui disparaissent, etc. Une carrière en cause raconte à quel point ça compte. Hein. Oui, oui, je crois. C'est une institution qui rend hommage à la vie et à la mort. D'ailleurs, quand vous arrivez à l'académie, vous entrez dans la salle, la première chose qu'on vous dit, et parce que tous les académiciens présents se lèvent pour vous accueillir, dans la salle de séance où personne d'autre n'y sont rentrés, sauf de grands chefs d'État comme Pierre le Grand ou Christine de Suède. Et tous les académiciens se lèvent et on vous dit, ils se lèveront 2 fois pour vous, à votre arrivée et à votre mort. Et donc déjà, vous recevez au visage, en plein visage, la question de la mort. Et après, on n'y parle plus. Il y a une grande tradition quand on regarde les académiciens, ceux qu'on classe plutôt à droite ou à gauche, plutôt progressistes, plutôt conservateurs. Sur l'orthographe, il y a cette énorme bataille, hein, ce qu'il faut écrire différemment, nénuphar, oignon. Vous êtes dans quel camp? Ah non, on a voté unanimement sur la question de l'orthographe. Mais après, il y a eu quelques dissensions, je crois. Vous êtes pour la réforme, vous? Si je suis pour la réforme, non, je pense qu'on ne fait pas comme elle est faite. Là, non, moi, je suis pour qu'on écrive nénuphar avec PH. Ouais. Je ne crois pas que éliminer les difficultés élimine forcément, rendre la chose plus facile. Parce qu'il faudrait aller dans l'essence même de cette langue. Il ne s'agit pas de réformer un peu ici, un peu là, selon les humeurs. Il faut aller dans l'essence de la langue. Par exemple, si vous voulez que la langue française devienne comme l'anglais, eh bien, il faudra devenir des Américains. Et à un moment donné, la question se pose de cette manière-là. Daniel Laferrière, vous êtes un écrivain lecteur. Il y a des écrivains qui lisent peu ou qui disent lire peu. Vous êtes vraiment un passionné de la lecture. Ça vous relie à Borges, qui est un de vos écrivains fétiches. La lecture, pour vous, ça a énormément compté. Vous parliez au début de la chambre où vous êtes aujourd'hui. La chambre d'enfant où vous lisiez. Il y a des très beaux souvenirs de ça chez vous. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup lire. Je suis même un écrivain qui écrit sur la lecture souvent.
Et j'évoque beaucoup les écrivains que j'aime dans mes livres. Et je crois qu'un écrivain a presque pour devoir de faire connaître un autre. Et au moins, ça justifie, ça légitime d'une certaine manière son existence d'écrivain. Et dans les moments un peu dramatiques, et ça peut justifier ses lacunes. Au moins, il a fait ça. Il a fait connaître un autre écrivain. La première lecture, c'était quoi? Vous vous souvenez de ça? La première vraie lecture? Les vraies lectures, je crois que c'était Capitaine Courageux. C'était un livre de Kipling. Et j'ai été fasciné parce que je me rappelle vaguement et que c'était une pêche au cachalot, quelque chose, au large de Terre-Neuve. Enfin, l'image que j'ai, tout simplement, c'est que je ne comprenais pas que le lit tangue à ce point, comme si on était sur un bateau. Je n'arrivais pas à percevoir cette magie. Qu'en tournant les pages, j'avais l'impression de balancer le bateau de l'autre côté et d'avoir cette odeur de varech dans le nez durant toute la lecture. Cette magie m'a impressionné. C'était Haïti de votre enfance, de votre jeunesse, Haïti en dictature, avec un père qui était du camp des opposants, qui a été ministre, je crois, qui était vraiment du camp des opposants, qui risquait sa vie. Oui, 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 comme beaucoup de gens. Vous savez, la dictature a divisé le pays d'une certaine manière. Il a fallu beaucoup de gens pour installer cette dictature, pour installer la violence, et pour empêcher les gens de se révolter. C'est quand même un pays assez tumultueux. C'est le pays qui a fait la guerre contre l'armée de Napoléon. Donc on n'allait pas se faire avoir par un petit dictateur. Mais il a compris l'affaire. Il y a eu à peu près 300 000 tontons macoutes, les sbires et du régime. Et puis de l'autre côté, il y avait toute cette résistance, c'est-à-dire tous ces gens qui refusaient cela. Souvent dans les médias, on dit qu'Haïti, c'est un pays aux 32 coups d'État. Mais il ne faut pas le voir uniquement comme ça. Il faut comprendre que 32 fois, on a refusé la situation. Sinon, il n'y aurait qu'un seul coup d'État qui durerait jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce moment où votre père est contraint à l'exil, il ne peut plus rentrer. Et de fait, vous avez grandi en grande partie sans lui. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai su, en écrivant un livre, que mon voyage à Petit-Goâve pour aller retrouver ma grand-mère n'était pas un simple voyage de l'enfant qui allait passer son enfance avec sa grand-mère. C'était mon premier exil, peut-être vers l'âge de 4 ans, parce que mon père contestait le régime de Duvalier à l'étranger. Et donc, le dictateur pouvait à tout moment s'emparer de moi, me prendre en otage et, disons, essayer d'obliger mon père à rentrer, se constituer prisonnier ou quelque chose de ce genre. Donc on m'a envoyé légèrement pour me cacher à Petit-Goâve. Vous avez ma famille, les origines sont à Petit-Goâve. Il y a ce souvenir terrible où, sauf erreur, vous retrouvez la trace de votre père, vous allez à New York. Oui. Et il est derrière la porte, mais il ne vous ouvre pas. Oui, j'étais allé le voir. Et quelqu'un m'avait dit où il habitait. Il avait ses frères qui étaient à New York, mais je ne les connaissais pas. J'ai perdu la trace de cette branche de la famille, la branche paternelle. Et je rencontrais très peu de gens. Et je suis allé frapper dans cette maison, cette chambre à Brooklyn. Il n'a pas ouvert. J'ai entendu son souffle derrière la porte. Et je l'ai raconté dans un livre, L'énigme du retour. J'étais arrivé trop tard. Il avait déjà perdu la tête. Et il ne concevait pas cette idée monstrueuse de vivre hors de son pays, de sa langue, comme de sa femme. Comment on survit à ça? C'est quand même une expérience tellement dure pour vous. Ah ben, la vie est excitante. Et les gens qui vivent dans des pays avec une histoire aussi tumultueuse n'ont pas beaucoup de mémoire de la souffrance. C'est extraordinaire. Les humains sont capables de tout. Et j'ai vu, là où j'habite, depuis une quarantaine d'années à Montréal, et à chaque hiver, on a l'impression que l'été ne viendra pas. Mais dès qu'on a une semaine d'été, on a oublié l'hiver. Nous faisons tous ce que nous pouvons pour survivre aux situations difficiles. Et ce n'est pas une spécificité des gens qui sont dans des malheurs collectifs, comme la dictature. Parce que si on en parle comme ça, et tout le temps, de nos malheurs collectifs, même de l'esclavage, il faut en parler quand même, du racisme, de la dictature, on va, sans le savoir, fermer la parole et empêcher la parole à des gens qui n'ont pas connu ces malheurs collectifs, mais qui quand même souffrent.
Et le malheur individuel le plus violent, c'est quand même le suicide. Il y a des gens qui nous apparaissent comme ayant une vie facile, aisée, et qui souffrent et qui vont jusqu'au suicide. Alors là, cette espèce de faculté que vous avez, de curiosité, de redépart, etc., c'est quand vous arrivez au Québec, vous fuyez, vous devez fuir, hein, on a tué votre meilleur ami, un de vos meilleurs amis en Haïti, donc vous devez fuir, vous arrivez au Québec et ça se passe bien. Oui, mais ça ne peut que se passer bien, puisque le Québec, c'est là où je vais. C'était l'autre monde, hein, la neige, la glace, monde. etc. Oui, et vous aimez ça aussi. Mais je ne peux pas ne pas aimer, c'était ma seule chance. J'arrive au Québec et je l'ai écrit d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Chronique de la dérive douce, qui raconte ma première année au Québec. Je suis assis tout seul et j'ai écrit, je suis tout seul assis sur un banc. Mes amis sont en Haïti et je n'ai pas encore de nouveaux amis. Je ne connais personne, ma famille, je n'ai pas d'argent, mais j'adore ça. C'est-à-dire, j'adore que ma vie ne dépende que de moi. J'adore et je sais déjà que je vais m'en sortir. Et parce que quand même, j'ai été élevé en Haïti où les situations dramatiques sont si quotidiennes et qu'elles ne peuvent que nous donner une leçon de la vie. Là, vous êtes ouvrier, vous connaissez le travail physique. Oui. Mais qu'est-ce que vous en avez gardé de ça? Eh bien, le travail physique, il est physique. Et pour un jeune intellectuel du tiers-monde, habitué à discourir et beaucoup plus qu'à travailler avec ses mains, c'était extrêmement important pour moi. Je trouvais que le travail physique doit être dans la mémoire de l'écrivain aussi. Et pour qu'il comprenne que le travail intellectuel est un travail extrêmement physique et épuisant et nécessaire. Sur le choc des cultures, vous avez raconté de très belles choses. En Haïti, la foule, vous êtes toujours au milieu des gens, il y a toujours 40 personnes chez vous, etc. Et là, vous vous retrouvez seul dans une chambre à Montréal, et ça vous aide d'une certaine manière, pour écrire en tout cas. Absolument. Pas seulement pour écrire, et pour me retrouver. Vous savez, une introspection. Quand on est dans cette foule, elle est magnifique. On est toujours consolé par tous ceux qui nous entourent. Le fait même qu'ils soient vivants autour de nous, c'est la preuve que la vie palpite. Et si l'on peut dire, mais on n'a pas le temps aussi pour prendre une distance. Il y a des sentiments qui naissent que dans la solitude. Et il y a la solitude, et puis il y a l'intimité aussi, qui est une forme plus douce, extrêmement importante, qui permet de créer, de penser et d'avoir un imaginaire privé. Parce que sinon... Vous racontiez cette pancarte, où vous écriviez « Laissez travailler, le grand écrivain est en train d'écrire son œuvre », c'est ça? Oui, son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, bien sûr. Oui, mais ça n'impressionne pas les Haïtiens. Ouais. Ah oui, eux entraient quand même. Eux entraient quand même, mais ils disaient toujours, je comprends très bien ce que vous écrivez, parce qu'on se fait toujours emmerder par des gens, et sans penser que lui aussi, il m'empêche de travailler. Et... On a l'impression que vous survivez à tout. Vous citez Diderot, parmi les auteurs qui ont cette espèce de joie de vivre jubilatoire comme ça, cette abondance aussi d'écriture que vous avez, ça c'est vous. Ah oui, Diderot, oui. Et puis aussi ce sens de l'amitié et cette distance qu'il a aussi. Diderot aidait beaucoup les gens, les amis à écrire, et il travaillait avec eux leurs textes, pas parce qu'il était meilleur qu'eux, mais non parce qu'il aimait aider. Et d'ailleurs, je pense qu'il était avec d'Alembert, qui n'est pas toujours et très sympathique, et qui lui devait un article pour sa grande encyclopédie, et qui négociait rudement. Il a travaillé 3 nuits avec d'Alembert sur un texte, et au moment de se faire aider par d'Alembert lui dit je ne peux pas, je me sens un peu fatigué. Donc il y a des gens qui sont fatigués, et dès qu'il faut aider les autres, il y a des gens comme Diderot qui sont inépuisables. Ça, c'est la générosité intellectuelle. Oui, et beaucoup plus même que cela. Diderot croit que la chose écrite, et Borges le dit aussi, il dit ce qui est bien n'appartient pas à quelqu'un, il appartient au langage et à la tradition. Ce qui est vraiment bien n'appartient pas à celui qui l'a fait, et ce n'est pas du tout d'ordre biblique. Et à quelqu'un qui a envoyé d'ailleurs un joli texte, une jolie fable à Borges, qui a retourné son compliment en disant « Et cette fable est si belle qu'elle mériterait d'être anonyme ». Et c'est cela, et finalement, je crois que nous écrivons un chant unanime et qui mériterait parfois d'être anonyme. Comment est-ce que vous êtes devenu écrivain? Il y a une maîtrise du langage chez vous qui est hors norme. Alors, vous êtes lecteur très précoce, mais d'où est-ce que ça vient?
Écrire, Ouais. ah ben, c'est une façon de lire aussi. J'ai compris que je voulais, à un moment donné, souvent les gens disent ça, et ils ont raison parfois, il y a toujours un livre qu'on n'a pas vu. Et ce livre-là, c'est nous qui le portons. Il faudra bien le sortir. Mais l'événement qui a fait que j'ai pu me donner ce temps-là, parce que être lecteur me suffit amplement. Et je voulais travailler comme journaliste et à Montréal, en arrivant à Montréal, dans le grand quotidien, La Presse. Et on m'a dit, non, la presse venait de changer enfin, de règles. Il fallait avoir fait des études à l'université du Québec à Montréal, à l'UQAM, on ne fait pas forcément, mais en sociologie, en politique, en sciences politiques et tout. Et donc, moi, je n'avais fait qu'un secondaire. Et d'ailleurs, je n'ai fait qu'un secondaire. J'ai passé un mois à l'université et j'ai laissé tomber tout de suite. Et donc, je ne pouvais pas écrire. Alors, je me suis dit peut-être que je devrais écrire mon propre journal. Et qu'est-ce que c'est qu'un roman? C'est le journal d'un individu et qui raconte au jeu, mais disons, les histoires de gens qui l'entourent. C'est un jeu complexe, c'est un jeu qui comprend mes amis aussi. Et les rêves qui sont dans les livres sont les rêves aussi de tous ceux qui m'ont entouré. Alors j'ai voulu écrire mon quotidien aussi. Dany Laferrière, entrer en littérature, vous qui êtes un lecteur tellement complet, quel conseil vous donnez aux jeunes qui disent, voilà, par où est-ce qu'il faut entrer dans la lecture? Dans la lecture? Ouais. Ah mais c'est par hasard que ça doit arriver, la lecture. Il faut rien rien précipiter. Il faut vraiment, souvent des gens disent, je suis en retard dans mes lectures. Il n'y a aucune possibilité d'être en retard parce qu'il n'y a pas de point d'arrivée. Et il n'y a pas de point initial comme il n'y a pas de point d'arrivée. Le hasard compte énormément. Hein. Vous racontez que vous tombez sur un livre de Borges fiction. Oui, et par hasard. Ça a beaucoup compté pour vous. Ah oui, ça a beaucoup compté pour moi. Et parce que Borges, c'est un homme qui écrit et qui dit des choses très paradoxales et qui sont en réalité toujours vraies. C'est ça qui m'a plu. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses paradoxales, même quelqu'un que j'aime beaucoup, et Cocteau. Et quand Cocteau dit, par exemple, que c'est le diable qui a fait connaître Dieu dans le grand public, là, il touche. Parce que c'est vrai. Les sociétés connaissent d'abord le diable et pour enfin se barricader du diable, ils inventent une religion. Ça, c'est vrai. Mais Cocteau ne dit pas toujours forcément vrai, alors que Borges, quand il dit, par exemple, que voulez-vous que je vous dise de moi, je ne sais rien de moi, je ne sais même pas la date de ma mort, c'est vrai. C'est paradoxal et c'est vrai. Et c'est vrai pour la lecture aussi. Et je le dis à ceux qui lisent, et n'abandonnez pas, ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent, quand un livre ne vous intéresse plus, laissez-le tomber, prenez-en un autre. Et si vous faites ça souvent, vous risquez de laisser tomber la lecture elle-même. Parce qu'il y a un côté ardu dans la lecture. Et ce côté qui ne s'ouvre pas, le livre qui ne s'ouvre pas, et facilement, et cette opération, cette tentative, cette concentration, et pour le traverser, ça s'appelle la lecture. Comme aussi pour l'écrire, qui est aussi angoissant, aussi difficile et qui prend parfois des années, ça s'appelle l'écriture. Ne laissez pas tomber un livre sous prétexte qu'il ne vous plaît pas. Et parce que le sentiment humain est complexe. On peut bien aimer quelqu'un ou quelque chose qui ne nous plaît pas. Gide l'a bien dit d'ailleurs, je crois que c'était dans Les nourritures terrestres. Je suis monté sur ce bateau, il y avait 3 hommes, et je m'ai pris du moins beau d'entre eux. Dany Laferrière, merci. On vous lira évidemment. Pour entrer dans votre œuvre, c'est aussi le hasard. Il faut se fier au hasard. Absolument. Les gens me demandent souvent quel livre on doit commencer. Je n'en sais pas plus qu'eux. La qualité première, ça me frappe. Chacun a sa formule. Il y en a certains qui disent c'est le talent, c'est le travail, etc. Vous dites le caractère. Oui, le caractère. Pourquoi le caractère? Ah, mais c'est la chose qu'on ne vous donne pas. Qu'on ne vous donne pas. Ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas. Et c'est quelque chose qui s'apprend peut-être si longtemps, qui se cache et qui ne se révèle qu'au moment important. Je me souviens d'ailleurs que j'ai vu le caractère d'Haïti au moment du tremblement de terre de Port-au-Prince. Vous avez écrit là-dessus. Oui, quand j'ai vu qu'une ville entière s'est mise debout pour faire face à cette catastrophe, l'une des plus terribles de notre époque, et qu'ils l'ont fait avec tellement de dynamisme que les gens qui sont allés après
pour les consoler, se sont fait consoler par les victimes. Merci Daniela Ferrière. Merci. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.